Du coup, je viens de terminer le chapitre 4, mais avant de vous en parler, il faut que je vous explique 2-3 choses. Déjà, la première, ça fait 2 semaines que je suis pas revenu sur le jeu. Il a fallu que j'enlève totalement le jeu de la table, pour que la table serve à autre chose à ce moment-là, et l'enlever, ça n'a pas été de masse à faire. C'est un jeu qui est relatif. De toute façon, vous avez vu ma tablée à travers le teaser, de toute façon, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont sur la table. Donc à ranger et à réinstaller, autant vous dire que ça se fait pas en 5 minutes. C'est long. Ensuite, au niveau du retour des règles. Alors là, le retour des règles s'est avéré être assez satisfaisant, puisqu'au final, on va dire que la grosse partie des règles est bien en place. Par contre, ce qui est beaucoup plus délicat et beaucoup plus frustrant, c'est le retour sans cesse dans le livret de règles. C'est pour ça que je vous invite à prendre absolument la feuille, les feuilles, tous les fichiers, toutes les aides de jeu qui sont disponibles sur le Facebook Grunagor FR, parce que ça évite tout ça en fait au final. Donc moi, pour être vraiment juge et partie du jeu, il y a un retour sans cesse dans les règles pour tous les mots clés en fait au final. Voilà, donc ça c'est sans cesse et c'est assez frustrant. Sinon, à part ça, ça s'est plutôt bien passé le retour au jeu. Et puis en plus j'avais une certaine envie d'y revenir pour avancer, etc. Donc forcément que du positif. Maintenant parlons de ce chapitre 4. Le chapitre 4, alors si vous me permettez 2 secondes, comment il s'appelle ce chapitre 4? Il s'appelle l'attaque d'Inispira. Donc déjà, qu'est-ce qui sous-entend ce chapitre? Il nous permet de nous replacer un petit peu dans le contexte, dans le lore de Drunagor. Donc on sait que sur les terres de Drunagor, il y a en gros 3 parties. Il y a le peuple de Darren avec, donc comment ils appellent ça? Les forces du roi mort-vivant. Il y a les draconiens qui vivent donc à Inispira. Et il y a, comment ils appellent ça chez eux? La doctrine du soleil couchant ou du soleil levant, un des deux. Donc 3 grandes parties. Donc nous sommes dans la doctrine du soleil couchant. Là on est allé chez les draconiens. Les draconiens, eux, sont censés être les neutres de l'histoire. Et les rois, le peuple du roi mort-vivant. On rentre dans ce pays, dans ces terres qui sont relativement déjà envahies, infestées par les armées du roi mort-vivant. Donc il s'avère que eux aussi sont touchés et peut-être que ça peut être source de nous rapprocher, de faire front commun face à l'opposant, à l'oppresseur comme qui dirait. De notre côté, nous avons donc Targarmar qui est l'ancien que l'on doit escorter jusqu'à cette ville. Donc il va jouer le rôle d'un vrai compagnon d'aventure. Il a son propre personnage. Donc là je vais chercher un personnage dans un jeu. Ceux qui savent d'où il vient, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et donc Targarmar est incarné donc par cette petite carte compagnon, où il a des capacités très intéressantes là pour le moment, parce qu'il a un recto et un verso. Donc là, du côté sur lequel il est, il a farce ou festin. Farce, ça fait donc je crois que c'est ça qui fait, farce ou destin, qu'importe, c'est soit on fait un bouclier de 2 à un allié, soit à ce moment-là on fait brûlure 2 ou toxique 2, enfin poison 2, soit saignement 2 sur l'opposant. Du coup, ça peut être super sympa. Il y a quelque chose que j'ai absolument pas abusé dans ce chapitre et je pense que je vais y penser si on continue à avoir Targarmar avec nous. C'est tout simplement, c'est un compagnon. Il n'est pas prioritaire dans le ciblage, pour le moment en tout cas. Et je pense que je vais le renvoyer beaucoup plus au front. En plus, il prend pas les dégâts des ténèbres. Donc pour aller mettre des brûlures un peu à droite et à gauche, ou alors des poisons, parce que les poisons, donc ça aussi j'ai pas pensé, le retour aux règles fait que les poisons ils s'enlèvent pas, ils se stackent au maximum jusqu'à 4, d'accord, mais ils s'enlèvent pas comme ça, donc c'est très très fort en fait au final, et ça j'en ai absolument pas abusé. Donc on fera au chapitre suivant si on le côtoie toujours. De toute façon on va toujours le côtoyer, puisque de toute manière le chapitre 4, je l'ai pas dit, c'est le premier chapitre dans Drunagor qui s'appelle un chapitre dit continu. Donc c'est ça, voilà, c'est un chapitre continu. Donc là, on n'a pas de phase de campement à la fin de ma partie, c'est-à-dire que le sac de runes, on le laisse tel qu'il est actuellement. Et le sac de runes, on sait que c'est ce qui, on va dire, chronomètre la partie. En parlant de chronomètre, je vais y revenir pour cette partie. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mine de rien, parce que la partie a duré un petit moment. J'y reviens.
Donc voilà, au niveau de l'histoire, donc Targarmar, compagnon qui nous accompagne. Au niveau du gameplay, j'en ai un petit peu parlé. Je poursuis sur le gameplay, donc c'est toujours très satisfaisant puisque ce jeu ne fait qu'évoluer de scénario en scénario en enrichissant son gameplay, mais ne le faisant pas changer non plus. Ce qui sous-entend que les règles ne font que évoluer, d'accord, mais pas changer. Je sais pas si vous arrivez à bien distinguer la différence. Ce qui fait qu'on va... Pour moi, je pense que si je reviens au chapitre 1 ou au chapitre 2, je vais le trouver plus plat que les chapitres que je fais actuellement. Vous me direz, c'est tout à fait normal, il y a l'évolution dans le gameplay, etc. Mais je parle de rejouabilité, envie de rejouer au chapitre 1 ou au chapitre 2. Au niveau du gameplay, on va le retrouver relativement plus faiblard, on va dire, un peu plus simple que les scénarios qui déjà sur lesquels je suis. Bon. Ceci étant dit, passons. C'est 3 chapitres, pour le moment, enfin c'est 2 chapitres surtout auxquels je pense. Le premier et le deuxième, ça reste quand même relativement une minorité sur le jeu. Au niveau du gameplay, une nouvelle proposition nous est donnée, un petit peu comme le chapitre 3. On a une pile de runes qui vont servir de puits d'invocation de monstres à chaque fois. Et ces puits d'invocation, on va devoir les fermer en faisant une action cube en fait. Donc là, pour fermer un puits de 5 runes, il faut faire 2 actions cubes. À savoir que chaque héros peut faire une action cube de cet acabit par tour. Voilà, donc en gros, soit sur le même tour, les 2 héros font cette action là, soit à ce moment là, il faut 2 tours pour fermer ces puits d'invocation. À savoir que cette quantité d'actions pour fermer les puits sont proportionnelles au nombre de joueurs. Par exemple, je vous donne la formule, c'est 6 moins le nombre de joueurs. Et ça nous permet de retirer le nombre de runes en question. Ce qui fait que sur un paquet de 5, j'ai 2 joueurs, 6 moins 2, ça fait 4. Je peux retirer 4 runes, il en restera une. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut aussi réfléchir. Est-ce que là, pour une action cube, retirer une seule unique rune, est-ce que c'est rentable? Moi, sur le coup, j'ai pas réfléchi à ça, mais avec du recul, je me dis, bah, c'est pas finalement rentable. Donc, j'aurais peut-être pu gagner du temps, prendre peut-être un peu moins de dégâts, et aujourd'hui, cet aspect dit de rentabilité ferait peut-être que mon sac de runes serait peut-être un petit peu plus plein, voire même, on va dire, peut-être à 1 ou 2 runes près, moins chargé. Par contre, j'aurais peut-être moins de dégâts sur mes personnages. Parce que là, actuellement, j'ai Maya, elle a déjà un cube de trauma. Et elle a utilisé en plus la potion de courage. Hein, donc c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On sent une certaine montée en difficulté. On sent que les ténèbres sont de plus en plus oppressantes. Heureusement que Lord W, mon chevalier noir, a sa capacité résistance aux ténèbres, parce que sinon ça serait pas aussi facile que ça. Et puis ses capacités à regagner des points de vie, c'est vraiment très fort aussi. Bref, je continue. Je trouve que les règles, alors je l'ai pas très bien compris, hein, ce système, c'est avec du recul, en relisant, en posant des questions, que j'ai compris comment fonctionnait finalement correctement ce chapitre. C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé les règles relativement obscures, pas très bien expliquées, pas très explicites, on ne sait pas exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, à quoi ça sert, etc. Et donc du coup, bah, les erreurs de jeu, de gameplay sont très très vite arrivées, et je trouve que c'est ce que je regrette un petit peu à ce jeu, c'est le manque de clarté au niveau des règles. Ça vraiment, c'est pas évident. Pas évident de piger tout de suite comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je regrette. Par contre, par rapport au livret de règles, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué, j'ai très vite réussi à me retrouver dedans. Donc je trouve que c'est plutôt un bon point. Même s'il n'a pas d'index, il a un... Donc c'est avec un système de mots-clés à l'arrière, etc. Il a un sommaire qui permet très facilement, de la manière dont il est présenté, d'aller chercher les infos à chaque page. Donc finalement, non, le livret de règles, même s'il est traduit comme un pied, même s'il faut absolument aller télécharger les errata sur la page Facebook de Drunagor, le livret de règles est en soi plutôt bien construit. Voilà. Donc pour cette phase de gameplay, donc c'est un chapitre continu comme je vous ai dit. Je vais passer au chapitre 5, on n'a pas de phase de campement. Je suis avec donc un trauma sur Maya, je suis avec un sac de runes qui est pas très rempli, et je viens de faire une partie au chapitre 4, oui ça je l'ai pas dit, qui a duré à peu près 4 heures, un peu plus de 4 heures. Donc autant vous dire que oui, il y a quelque chose qui est très positif,
c'est qu'on ne voit pas le temps passer, c'est une certitude. Par contre, bien qu'on ne voie pas le temps passer, je préfère insister sur un point, prévoyez quand même du temps devant vous, parce qu'il y a certains chapitres, notamment celui-là, où franchement, il est super long, quoi. Et c'est un chapitre continu. Donc voilà, quand vous jouez à Dorian accrochez-vous, prévoyez un peu de temps devant vous. Bon, je dis ça, après c'est quand même relativement facile de mettre le jeu en pause et de le reprendre le lendemain aussi, on va pas se le cacher, surtout si vous avez une table dédiée. C'est le dernier point sur lequel je vais insister, je pense que c'est un jeu qui est vraiment extrêmement intéressant si le jeu est tout le temps posé sur la table. S'il n'est pas tout le temps posé sur la table, le fait de simplement le monter et le démonter fait que si vous voulez avoir une tablée un petit peu comme j'ai fait moi, vous allez forcément mettre beaucoup de temps à l'installer, la démonter, ça va risque d'être un frein pour jouer. Voilà, donc écoutez, j'ai un petit peu tout dit. Ah oui, donc j'ai acquis une, comment on appelle ça, une imprimante 3D, je me suis fait ce petit quadrillage que j'ai cherché donc gratuitement sur les plateformes de fichiers 3D, parce que vraiment ça je le regrette énormément qu'ils aient pas mis un plateau double couche, parce que c'est vraiment nul de ne pas y avoir pensé. Tu penses à 50 000 autres trucs, mais ça t'es pas capable de le faire. Franchement, j'avais les boules. Et c'est la même chose pour le boss. Mais comme pour le moment je le vois beaucoup moins, je pense que ça va être beaucoup moins un frein. Je pense que vraiment le plus pertinent c'est ce plateau là. Voilà, donc écoutez, on perd pas plus de temps, on va faire le chapitre 5. Le chapitre 5 qui s'appelle d'ailleurs le sanctuaire des anciens. Donc voilà, on va attaquer le chapitre 5, le sanctuaire des anciens. Mais avant ça, oui, le chapitre 4 nous proposait de débloquer 2 compétences de niveau 1. Donc les compétences de héros, c'est pas les capacités, je sais pas si vous voulez dire, voilà, c'est une compétence, c'est des attaques, c'est là où on met des cubes supplémentaires. Donc pour ce qui est de Lord W, je lui ai mis une capacité, les griffes corrompues qui permettent de donner hémorragie et qui va comboter parfaitement avec la hache sanglante. Et pour ce qui est de Maya, j'ai débloqué sa dernière compétence d'attaquant, attaquant 3A, où c'est l'exécution, un ennemi ciblé qui a 6 points de vie ou moins est vaincu. Ça peut être très fort. Voilà, sur ce, écoutez, je vous ai tout dit sur ce chapitre 4, on passe au chapitre 5. Allez, chapitre 5, le sanctuaire des anciens. Donc je viens de le terminer. Donc effectivement, c'est un scénario qui est un petit peu plus court que celui d'avant. J'ai quand même mis bien 2 heures malgré tout à le jouer. Sans pour autant prendre mon temps en plus, c'est ça qui est assez aberrant. Les parties sont relativement longues en fait, c'est très surprenant. Mais ça va, ça roule bien, ça se passe, on voit pas le temps passer. Donc c'est plutôt que du positif là-dessus, si ce n'est qu'il faut prévoir vraiment le temps de jeu parce que c'est surprenant le temps que ça met. Ensuite, donc de quoi s'agit-il au niveau du lore? Ben alors le sanctuaire des anciens, on se retrouve donc comme le nom l'indique, on va aller en direction donc on est dans ce sanctuaire et on va essayer d'aller en direction des brumes là qu'on a à l'intérieur de ce donjon, qui d'ailleurs nous aveuglent, nous permettent de pas trop avancer très loin, telle une purée de poids si on veut à l'intérieur de ce sanctuaire. Une fois que l'autre draconien a fermé les portes. Donc on pénètre dans le donjon. Donc là ce qui est bien fait, c'est qu'on sent que c'est vraiment un chapitre qui est directement lié à celui d'avant de par le départ. Le départ c'est exactement les tuiles que le trace avec les tuiles qu'on a à la fin du chapitre 4. Donc c'est vraiment une continuité, on la sent. Et là on rentre encore plus dans le donjon. Et donc au niveau du système de jeu, on est exactement sur la même chose que le chapitre 4, mais beaucoup moins présent. D'ailleurs c'est normal, ça s'explique parce qu'on a beaucoup moins de runes dans le sac. Et ça nous force à accélérer en fait. Et je trouve ça vachement bien. Et à pas prendre son temps. Et encore, je dis ça, mais comment dire, on n'est pas non plus ultra pressé. Voilà, hein. C'est là, c'est omniprésent, on sait qu'on doit y faire attention, mais il ne faut pas non plus dire que c'est extrêmement oppressant comme déroulement de partie, si on veut. Suite à ça, donc, on rencontre plusieurs bestiaux, et dont un commandant à travers ce scénario. La capacité que j'ai débloquée de Lord W avec qui donne hémorragie X, sachant que je suis sur un scénario continu, sur le deuxième scénario,
j'ai quand même, je me suis retrouvé que 4 ou même 5 jetons malédiction, enfin cube noir, ce qui fait que je faisais hémorragie 4. Et lorsque je faisais mon attaque et qu'elle réussissait et que je touchais avec la hache ensanglantée, je faisais x2 en dégâts, savoir qu'elle met 8, 4, ça fait 8, plus l'hémorragie au tour d'après. Autant dire qu'il faisait énormément de dégâts. C'est exactement ce que je cherche à faire, à développer comme personnage avec ce Lord W. À la fois la possibilité de pouvoir être une grosse menace de loin, et lorsqu'il est au corps à corps, pouvoir one-shot. Ça, c'est vraiment tip top, c'est exactement ce que je voulais construire comme personnage, et on sent qu'on peut donc customiser son personnage vraiment facilement et dans l'orientation que l'on souhaite. Donc déjà, ça c'est bien, c'est super bien au niveau du gameplay, très bon point positif. Je rebondis sur un autre point au niveau donc du déroulement de l'histoire. On arrive dans dans une pièce où on nous donne une sortie et on parle pas de la sortie, on nous met une possibilité d'aller un petit peu plus loin dans le donjon. J'y suis pas allé et je me pose des questions, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voilà, donc ça c'est positif. On dit bon, lorsque je referai une partie, il faudra que j'aille explorer là-bas, voir ce qui se passe. Voilà. Donc du coup, j'arrive à la fin où on bat le commandant et on se retrouve dans une situation où on en apprend un tout petit peu plus sur le fameux être cher que l'on a, qui amorce en fait la campagne de Drunagor. A priori, on le rencontre. Et souvenez-vous, il y a un moment, on a un objet, on a un cube en notre possession, on le cache à Targamar en fait. Cet être cher qu'on pense être lui ou sa réincarnation, enfin on sait pas trop, on vient le rencontrer et on nous propose de faire un choix. Et de ce choix peut débloquer plusieurs choses. J'ai fait un choix assez particulier. Et finalement, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de mon choix. Donc du coup, j'en suis content. Je finis avec plus de 7 runes, à mine de rien, cette course-poursuite à travers le donjon. J'ai réussi vraiment, je suis quand même assez content de moi à ce niveau-là parce que ça m'a permis de débloquer des choses que si j'aurais pas eu ces fameuses 7 runes, je n'avais un peu plus. Si j'ai pas ces runes là, j'aurais peut-être pas pu, enfin je ne pouvais pas réussir de par la manière dont la fin de ce scénario fonctionne. Voilà, ça paraît un petit peu obscur comme ça, mais c'est normal, je peux pas tout vous dire et en même temps il faut que je vous laisse la découverte aussi de ce que si vous voulez acquérir le jeu, quoi. Faut pas que je vous spoil de trop. Et d'ailleurs ceux qui n'ont pas le jeu, ben peut-être que ça va vous forcer à l'acquérir de par en fait ce petit sel que je suis en train de vous expliquer, que tout simplement de par le déroulement de votre partie, de votre scénario, vous allez pouvoir déclencher, débloquer, construire des fins complètement différentes à chaque fois. Donc ça nous fait arriver tout doucement vers le chapitre 6 qui sera le chapitre suivant. Et on nous propose donc sur une phase de campement où j'ai pu répartir un peu mieux mon matériel. On nous fait gagner un objet de niveau 1, donc autant dire que je n'en avais pas trop besoin. Donc ce que j'ai fait pour Lord W, je lui ai fait quitter l'ourson, vous savez, la peluche que l'enfant laisse tomber au premier scénario. Voilà, ben je m'en sépare, entre guillemets. Je lui mets des bottes d'agilité à la place qui lui permettent de gagner plus 1 de mouvement. Je me suis rendu compte que c'était pas plus mal parce que lui maintenant il va être vraiment notre force de frappe extrême, j'ai envie de dire, autant au corps à corps que en même temps de loin. Donc on va vraiment avoir une sorte de Dark Vador un petit peu comme je voulais, donc ça c'est vraiment cool. Et pour ce faire j'ai besoin qu'il se déplace plus vite. Comme c'est lui qui est, on va dire, la cible prioritaire, il agglutine tout le monde sur lui. C'est celui qui a le plus de capacité de régénérer des points de vie, etc. Donc ça me va très bien. Et après, de loin, avec Maya, mon assassin, qui va pouvoir taper dessus et envoyer les compagnons. Donc du coup, ça fonctionne parfaitement, c'est cool, ça prend bien forme. Et pour ce qui est de Maya, j'ai renforcé ses facultés défensives parce qu'effectivement c'est elle qui tombe régulièrement avec un trauma, etc. quand il y a des scénarios un petit peu longs ou des bêtes un peu dures à affronter. Donc elle a le saut d'honneur qui permet donc d'augmenter de 1 les capacités pour encaisser, hein. Comment ils appellent ça? Qu'on appelle déjà, c'est les capacités prévenir, voilà, c'est ça. Et ensuite je lui ai mis
la cape ornée de runes, donc on arrive à la débloquer sur ce scénario là en fonction des choix qu'on fait. Et cette cape ornée de runes permet de prévenir jusqu'à 4 et en même temps de se déplacer de 2. Ce qui est pas plus mal si on veut par exemple contrer un archer. Nous tire par exemple sur une case adjacente, déplacement 2, on vient au corps à corps, il ne peut pas nous attaquer. Vous voyez, et ça permet en même temps de prévenir une attaque en parallèle qu'on s'est pris avec n'importe quoi qui nous tapait dessus. Ça permet d'anticiper, se déplacer, faire des choses, ça donne de la mobilité, je trouve ça super sympa. On peut le faire jusqu'à 2 fois, hein, on met 2 cubes sur cette cape, donc c'est vachement chouette, c'est vachement chouette. J'hésitais quand même à me séparer de l'amulette de pouvoir, mais sa capacité de dynamisme qui en fait permet de réaliser un lancer qui va doubler les dégâts de la prochaine attaque, sincèrement je peux pas trop m'en départir parce que Maya a quand même une capacité qui permet de faire des critiques à partir de 16 avec une précision qui est à chaque fois énormément boostée et augmentée, et l'arbalète permet de doubler tous ces dégâts là. Au final on peut arriver à faire une attaque qui peut faire 4 et 4, 8 par 2, 16 sans aucun problème quoi. Donc je peux pas m'en départir comme ça, on verra plus tard. Là ce que je regrette un petit peu c'est qu'on est au chapitre 6, hein, là hein, on va arriver au chapitre 6, donc chapitre 5, on a fait déjà grosso modo un petit tiers de l'aventure ou un gros quart de l'aventure, et on est toujours bloqué aux compétences de niveau 1, on est toujours bloqué aux objets de niveau 1. Et ça serait peut-être pas mal qu'on débloque à la place des compétences de héros, des compétences de caractéristiques de niveau 2 par exemple. J'ai vraiment envie qu'il y ait ça qui arrive prochainement. Et pourquoi pas des objets de niveau 2 aussi, notamment sur les parties défensives. Parce que là, on sait qu'on est capable de faire des dégâts, mais on encaisse aussi beaucoup. Donc il va peut-être falloir essayer de rééquilibrer tout ça. Au niveau des monstres, on passe effectivement déjà en plus au niveau 2 régulièrement, puisqu'on a pas mal de niveaux combattants qui arrivent et eux font énormément de dégâts. Donc c'est important que je pense à upgrader mes armures, enfin, surtout de l'ordre W, pour les chapitres à venir, surtout si je veux le jouer comme j'ai dit. Voilà, pour ma part ce sera tout pour ce scénario, j'ai largement assez parlé et on va pouvoir passer au chapitre numéro 6. Chapitre numéro 6 qui s'intitule Les donjons des draconiens. Donc on reste chez les draconiens. Effectivement à la fin de l'aventure il se passe des trucs et on est entre guillemets dit pris au piège. On va voir ce qui se passe. Voilà, chapitre 6 terminé, c'est les donjons des draconiens. Donc l'idée de ce scénario était bien pensée. Il s'agissait en fait, donc cette fois-ci, c'était pas un dungeon crawler au sens propre du terme. On avait toute la map déployée avec des portes qui portaient le numéro 0. On les brassait et puis on les mettait au hasard sur le plateau. Chaque fois que l'on ouvrait une porte, il y avait une surprise inattendue qui arrivait. Donc c'était on va dire le petit élément aléatoire du jeu. Donc déjà c'était plutôt sympa, plus le fait que derrière les portes à chaque fois il y avait donc le même symbole pour les trays et tu mettais les ennemis en fonction du schéma qui était représenté. Donc du coup quel était le but du jeu? Donc là cette fois-ci sur ce scénario on devait aller chercher donc dans ce donjon, ce que je veux dire on était comme tenu au piège. Effectivement on se retrouve avec au cœur d'un donjon dont les couloirs sont fermés par des barrières dites magiques, actionnables par des leviers. Ça empêche donc les créatures des ténèbres de pénétrer jusqu'à nous, et dès qu'on ouvre ce levier, les créatures peuvent nous accéder. Par contre, de là où sont emprisonnées entre guillemets ces créatures, ou du moins d'où viennent ces créatures, parce que je dis emprisonnées, c'est pas peut-être forcément le cas, il y a des clés disséminées dans ces pièces. Il faut réussir à regrouper 3 clés pour pouvoir débloquer l'objet qu'on est venu chercher avec Tarmargar. C'est un livre qui en fait nous donne un petit peu d'historique sur ce qui s'est passé dans Drunagor. Voilà, et donc comment affronter les ténèbres. Donc pour ce faire, il y a donc sur le plateau 4 runes de disposer.
dans 4 pièces différentes et il faut aller donc chercher les runes. On prend une rune en faisant une action simple, fouiller un coffre, et de là, à ce moment-là, on est retéléporté au milieu, et ainsi de suite, on va chercher les clés. Vous me direz, ça s'arrête là? Et non, en fait, le sel du jeu vient du fait que notre bague de runes est composée de 3 runes de chaque couleur, et à chaque fois que l'on va avoir 3 runes qui vont être sorties, genre 3 runes orange, ben on va avoir la pièce orange dont la porte n'a pas été ouverte qui va s'écrouler, on pourra plus y avoir accès, etc. Donc il en va de même pour les autres, hein. Mais c'est relativement suffisamment bien équilibré pour que justement on puisse assez justement aller chercher les 3 clés sur les 4 qui sont dedans ce scénario. Donc j'y arrive relativement simplement, en moins d'1h15, 1h30 grosso modo. Donc ça s'est fait en plus en jouant assez tranquillou. Donc non, un scénario qui est très plaisant, moi j'ai beaucoup aimé. Avec pas mal d'interactions, beaucoup de combinaisons, j'aime beaucoup mes personnages, comment ils sont foutus. Donc voilà, c'est positif, ça donne envie de jouer, hein, tout ça, donc c'est bien. J'ai pas assez insisté sur la direction artistique et le matériel de certaines choses. Donc au niveau de la DA, j'aime beaucoup cet aspect un petit peu dessin animé, gothique, un petit peu dark fantasy. Donc voilà, donc déjà c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Mais au niveau du matériel, il y avait ce type de planche là qu'on met sur les trays et que je me disais punaise, c'est du simple papier, ça va vite casser, etc. Ben, il n'en est rien en fait, hein, ça tient plutôt bien, je les manipule beaucoup, je les brasse beaucoup, je fais pas forcément attention. C'est un papier qui est un petit peu plus rigide, limite plastifié, et il tient vraiment super bien. Donc déjà c'est une bonne chose. Ensuite je comprends pourquoi ce type d'épaisseur, parce que ben, finalement ça prend pas d'épaisseur lorsqu'on est sur le trays. Donc voilà, ensuite ça prend moins de place, et surtout quand on les met sous d'autres trays, ça fait pas un effet bancal et tout. Non, c'est un matériel ici là qui est pensé juste et intelligent. Et je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, donc je tenais quand même à le spécifier là maintenant. Maintenant, au niveau du lore, qu'est-ce qu'on apprend? Donc on débloque donc ce fameux artefact qu'on est venu chercher. Et on apprend des choses sur notre être cher que l'on apprend depuis le début. On en apprend pas beaucoup, hein, des choses, hein. Ça reste vraiment très en suspens et suffisamment pour se poser des questions et se dire ah ouais, peut-être, d'accord, eh bien on verra par la suite ce que ça va donner. Après on apprend, on va dire c'est le début, hein, le début de commencer à débloquer les questions qui nous sont posées depuis le début. Voilà. J'arrive donc au premier intermède. Donc il y a l'intermède qui est proposé en fait dans le livre d'aventure. C'est composé uniquement d'un petit peu de scénarisation, de narration, etc. Donc pas grand chose de particulier à spécifier si vous voulez pas être spoilé. Donc je m'arrêterai à ce niveau-là. Donc voilà, un scénario qui m'a beaucoup plu, dont à la fin il se termine par une phase de campement. Donc là, tous nos personnages reprendront pour le chapitre suivant toute leur vie. Et surtout, on a pu débloquer donc des compétences de classe. Et ça, c'est super chouette. C'était un petit peu ce que j'attendais, hein, souvenez-vous, pour ce scénario-là. Et là, à ce moment-là, pour les compétences de classe... Ouais. Pour les compétences de classe, j'ai pour Maya débloqué Maître Éleveur, qui lui permet d'avoir jusqu'à 2... familiers en même temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais avoir le loup et l'aigle. Bien sûr ça nécessite de faire 2 invocations, mais il faut savoir que lorsqu'on te demande d'activer un familier, tu peux à la fois l'invoquer ou l'activer, et comme sur certains jets elle peut activer un familier, ça va nous faciliter la vie. Et pour ce qui est de notre Lord W, il va avoir un bouclier de 2 lorsqu'il va s'arrêter sur les cases ténèbres. Voilà, donc ça me paraît être plutôt intéressant, surtout que lorsqu'on arrive à la fin des donjons, il y a beaucoup de ténèbres qui se répandent. On va essayer de jouer avec ça. Bien sûr, on a toujours les malus, hein, on subit les malus, mais on n'a pas de dégâts. Donc déjà c'est pas mal, et on a un bouclier en plus, donc
Ça annule, si on veut, les 2 dégâts qu'on prendrait naturellement des monstres, entre guillemets. Voilà. Pour ma part, c'est tout bon. On va s'arrêter là pour ce chapitre et on va attaquer le chapitre suivant. Donc le chapitre suivant, chapitre 7, les galeries souterraines de la montagne.